New York City Wall Street, l'épicentre de la finance américaine et du pouvoir économique, est l'une des villes les plus emblématiques de l'histoire du monde. C'est le siège des plus grandes banques d'investissement au monde, comme John Pierpont Morgan, Chase, Morgan Stanley et Goldman Sachs. Le siège du géant de la gestion d'actifs, BlackRock, et c'est là que se trouvent les plus grandes bourses du monde, y compris le Nasdaq. Et bien sûr, la bourse de New York représentant 42% de la capitalisation boursière mondiale, soit 67 000 milliards de dollars en 2023. Ce n'a pas toujours été aussi puissant ni la capitale financière du monde. Elle porte ce titre aujourd'hui seulement. Avant elle, il y avait Londres. New York a pris la première place juste après la Seconde Guerre mondiale, mais pas de façon durable. Tu serais aussi choqué que moi de l'apprendre. Fait surprenant, l'indice mondial des centres financiers, lancé en 2007, a vu New York dépasser Londres comme capitale financière mondiale seulement en 2018. Mais tout dépend des critères utilisés de toute façon. Pour d'autres analystes, New York avait dépassé Londres bien avant cela. Ce qui est certain cependant, c'est que depuis la Seconde Guerre mondiale, soit Londres, soit New York ont occupé la première place dans la finance mondiale. En échangeant leur place, la grosse pomme s'est imposée au fil des années comme la numéro 1 incontestée. Quoi qu'il en soit, New York restera certainement en tête pour l'avenir. La question est donc, comment New York a-t-elle surpassé l'ancienne capitale mondiale, Londres ? Pour comprendre, il faut voir comment Londres a traité Amsterdam. Au XVIIe siècle, Amsterdam était sans conteste la capitale financière mondiale. Amsterdam dominait le monde. Cette période marquait l'apogée de l'empire colonial néerlandais, appelé l'âge d'or néerlandais. Des colons néerlandais de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales ont fondé la nouvelle Amsterdam au sud de Manhattan. Le commerce a toujours été l'activité principale de la région. Ce n'est qu'après la prise de contrôle britannique que la ville a été renommée New York. Les liens entre ces trois villes, les trois dernières capitales financières mondiales, sont encore plus profonds qu'il n'y paraît. Voyons donc comment ces transitions se sont produites, en commençant par la façon dont Londres a pris la couronne qu'elle a ensuite conservée pendant des siècles. Amsterdam fut le premier centre financier mondial. La première bourse au monde fut créée en 1602 avec la plus ancienne action, celle de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Beaucoup d'instruments financiers complexes qui imprègnent le monde financier aujourd'hui, comme les produits dérivés tels que les options, les puts, les calls, les contrats à terme et les futurs, ont tous été créés à la bourse des marchandises et des actions, juste à côté de la place du Dam. Londres a repris et perfectionné de nombreuses bases établies par Amsterdam, créant ensuite un système de marché, contrairement au modèle bancaire d'Amsterdam. Alors que les Pays-Bas ont commencé à connaître un déclin politique et économique au XVIIIe siècle, Londres est devenue dominante, après 1750 en particulier, le secteur bancaire qui a soudainement prospéré à Londres. Elle a aussi concurrencé Paris comme capitale financière mondiale au début du XIXe siècle. La Banque de France n'a connu des difficultés qu'en 1848, lors de la Révolution ayant instauré la Deuxième République française. Ne pouvant plus échanger de billets contre de l'or, ils en ont manqué, ce qui a permis à Londres de s'imposer comme le centre financier par excellence. À partir de là, jusqu'à la Première Guerre mondiale, Londres n'a pas faibli du tout. Elle s'est concentrée sur la maximisation de son secteur financier, parfois au détriment des besoins de production manufacturière intérieure du Royaume-Uni. C'était parce que la City de Londres, qui est le quartier d'affaires central de Londres, abritant la Banque d'Angleterre et la Bourse de Londres, était la force motrice derrière la politique monétaire. Pour l'Empire britannique, elle était centrale pour l'économie, se consacrant au financement du commerce et de l'industrie dans tout l'Empire, et non seulement aux besoins du territoire métropolitain. La création de Lloyds de Londres, de la Banque d'Angleterre et de la Bourse de Londres a permis le boom économique de la révolution industrielle, de 1760 à 1840. Après cela, de nombreuses banques des Midlands et locales en Angleterre ont fusionné avec de grandes entités à Londres et Birmingham, en raison du danger pour les banques locales. Elles s'étaient trop spécialisées dans des industries uniques, comme la laine à Bradford, le coton à Oldham et l'acier à Sheffield. La fusion les a aidées à diversifier leur portefeuille de prêts et à réduire ces risques. Ainsi, les fusions ont commencé à se produire de plus en plus, et d'environ 1885 jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu tellement de fusions très médiatisées que les banques anglaises et galloises ont soudainement été consolidées. Et à la fin de la vague de fusion, le marché ne comptait plus que 5 grandes banques. L'apparition des banques par action, leur fonctionnement en société avec actionnaires et cours boursiers, ainsi que la responsabilité limitée, ont favorisé la consolidation des petites entités en quelques géants bancaires.
La taille de ces banques et leur implantation dans la capitale de la plus forte économie du monde faisant d'elles le cœur battant de la finance internationale. Avec ce nouveau paysage, les services bancaires commerciaux ont bénéficié de plus d'opportunités car les grandes banques avaient davantage de capitaux. La livre sterling devint la monnaie de référence des transactions internationales au XIXe siècle. Cela tenait à plusieurs raisons: la livre indexée sur l'or, Londres capitale mondiale de l'assurance et des matières de première, l'expansion des banques britanniques à l'étranger et le capital britannique comme principale source d'investissement international. La population de Londres a également explosé pendant cette période, passant de 1 million en 1801 à 6 millions en 1901. Cette expansion démographique a coïncidé avec le fait que le port de la ville est devenu le plus actif du monde, déclenchant une explosion de la croissance économique. Londres reste donc le choix privilégié des banques étrangères pour s'implanter, commercer, investir et obtenir des crédits. Et c'est vraiment là le cœur de cette histoire de centre financier. Par exemple, à quel point votre ville attire-t-elle les investissements étrangers? Ou plus précisément, comment vos réglementations bancaires favorisent-elles les investissements étrangers? Êtes-vous le meilleur pour l'innovation et les services financiers? N'oubliez pas non plus que la position géographique de Londres, dans le fuseau horaire Greenwich Mean Time, permet à ses banquiers et traders de servir parfaitement les clients asiatiques et nord-américains pendant les heures de bureau, ainsi que les clients européens. C'est énorme de servir de pont entre les deux. Très bien, de toute façon, c'est comme ça que Londres est resté au sommet aussi longtemps. Mais cela a duré jusqu'à l'accord de Bretton Woods en 1944, qui a entraîné la création du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Et, surtout, a fait du dollar américain la monnaie de réserve mondiale, avec toutes les autres devises indexées sur la valeur du dollar. Cela a consolidé New York et les États-Unis comme la superpuissance dominante, dotée de la plus grande économie mondiale. Cependant, il reste discutable d'affirmer que c'est alors que New York est vraiment devenue la capitale financière mondiale incontestée. Des analystes estiment que cela a commencé lorsqu'ils finançèrent la France et le Royaume-Uni durant la Première Guerre mondiale, même si la ville est devenue numéro 1 après la Seconde Guerre mondiale. Londres a encore connu des périodes où elle est revenue à la première place. Deux périodes notables: le développement du marché de l'euro-dollar dans les années 1950, où Londres a dominé, et une autre dans les années 1980. La common law anglaise a permis à la Banque d'Angleterre de favoriser des marchés offshore peu réglementés, attirant ainsi des centaines de banques étrangères à Londres. Dans les années 1980, la déréglementation des marchés financiers londoniens a provoqué le Big Bang. Cette déréglementation est survenue à la suite d'une décision de 1979 permettant l'achat et l'utilisation de devises étrangères sans aucune restriction. Ce qui n'était pas le cas auparavant en raison des politiques mises en place pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces changements radicaux, dont le passage au trading électronique et l'arrivée massive d'entreprises étrangères à Londres, ont rétabli la ville comme capitale financière mondiale jusqu'au milieu du XXe siècle. Le volume d'échanges quotidien à la Bourse de Londres est passé de 500 millions en 1986 à plus de 2 milliards de livres en 1995. Mais cela a fini par prendre fin, et New York a retrouvé la première place grâce à des tactiques qui ne sont pas si différentes de celles de Londres. Mais le processus pour devenir la première capitale financière a en réalité pris beaucoup de temps. Et là encore, ce n'est pas sans rappeler Londres. L'ascension de New York dans la finance a coïncidé avec l'essor de son commerce. L'histoire de New York montre que les Hollandais y ont vu dès le début des signes évidents de son potentiel. Les marchands hollandais considéraient l'emplacement idéal grâce à ses ports, dont l'actuel port de Manhattan, à l'embouchure de la rivière Hudson. La forme naturelle du port était idéale et ses eaux peu profondes empêchaient la formation de grandes vagues. C'était aussi plus pratique que les ports de Philadelphie ou de Boston, et l'Hudson n'était pas sujet au gel comme la rivière Delaware. En 1825, le canal Erie relia le fleuve Hudson au Grand Lac. Cela a fait de la ville le principal centre commercial d'Amérique. Au XIXe siècle, le canal transportait plus de marchandises et de personnes que tous les ports américains réunis, aidant ainsi la ville de New York à remplacer Philadelphie comme capitale financière du pays au passage. Leur position sur la côte nord-est des États-Unis explique en grande partie ce succès. Comme Londres, New York est devenu au XIXe siècle le principal centre d'immigration des États-Unis, doublant la population de Philadelphie en 1860 avec plus de 800 000 habitants. Les immigrants se sont intégrés à l'industrie et au commerce en expansion. Plusieurs facteurs doivent se combiner: emplacement, croissance démographique pour la main-d'œuvre et la productivité, ainsi que l'innovation financière. Le rôle financier de la ville a fortement augmenté à la fin du XIXe siècle, devenant un centre pour les actions et obligations.
de 1890 à 1930. New York a connu une expérience semblable à celle de Paris durant la Belle Époque, période où Paris était la capitale culturelle européenne et vivait un âge d'or artistique. Non seulement New York était le centre de la finance et du commerce américain, mais elle a aussi affirmé sa domination en tant que centre des médias, du divertissement, de la culture populaire et de la haute culture. Tout cela a attiré des investissements dans divers secteurs. En 1920, plus de 25 des 300 plus grandes entreprises avaient leur siège ici. Malgré la Grande Dépression et le krach de 1929, cette période fut catastrophique pour la finance. À cette époque, les États-Unis sont passés de nation débitrice à créancière, devenant un pays investisseur au lieu de recevoir des investissements. Ils avaient enfin une balance des paiements positive au lieu d'être endettés, ce qui a stimulé une croissance rapide. Cette transition résultait principalement des prêts consentis par les gouvernements français et britanniques pendant et après la Première Guerre mondiale, nécessaires aux économies européennes dévastées. Un scénario similaire s'est produit après la Seconde Guerre mondiale avec le plan Marshall. Au moment de la guerre, Londres et l'Empire britannique étaient déjà en déclin. La distance des États-Unis par rapport au champ de bataille en a fait un lieu sûr pour investir. Les États-Unis sont ainsi devenus l'hégémon incontesté de l'Occident, économiquement et militairement. Cela leur a permis de remodeler le monde à leur image, en favorisant la démocratisation et l'interdépendance économique, surtout en Europe et à l'international. L'idée était que si le monde comptait des démocraties libérales, les démocraties valorisant les droits de l'homme, il y aurait moins de raisons de faire la guerre. Cela permettrait aux États de privilégier la prospérité à la sécurité, réduisant les barrières commerciales et favorisant l'interdépendance économique, rendant la guerre trop risquée. Dans cette démarche, les États-Unis ont fini par façonner l'économie mondiale d'une manière qui maximisait leur pouvoir. Avec, comme je l'ai dit auparavant, l'accord de Bretton Woods, le nouveau cadre de règles et de régulation pour un système monétaire international a placé l'Amérique et sa capitale financière, New York, à un niveau inégalé. À l'époque, les ennemis des États-Unis, tels que l'Union soviétique, doutaient de ce nouveau système de Wall Street. Le rôle des institutions introduites à Bretton Woods a continué de recevoir ces critiques de la part des pays du Sud global. Dire que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ne sont qu'un outil de l'impérialisme américain peut sembler cynique, car ils ont aussi réalisé de nombreux progrès dans le développement international. Cependant, la dette que les pays en développement ont envers ces institutions après avoir contracté des prêts est en réalité une dette envers les États-Unis. Cela exerce donc une forte pression sur eux pour qu'ils obéissent ou s'alignent sur les politiques américaines, tant sur le plan intérieur qu'en matière de politique étrangère. C'est d'ailleurs l'une des principales raisons du développement rapide des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud aujourd'hui, car ils proposent une alternative aux organisations liées à l'influence des États-Unis. Oui, Bretton Woods a marqué le début de l'hégémonie américaine actuelle. Le nouveau rôle du dollar a fait de New York le centre de la finance mondiale. À partir de là, Wall Street et ses services financiers sont devenus les plus puissants du monde. Les banques new-yorkaises restent les plus grandes et riches du monde, offrant le plus d'opportunités aux entreprises cherchant un financement. Le cercle s'auto-entretient. Plus d'entreprises innovantes et prospères arrivent, plus le secteur des services financiers se développe. Avec le temps, ce processus a aidé New York à se distinguer. En 2024, New York compte 41 entreprises du Fortune 500, dont les plus grandes banques mondiales. C'est la première place, et de loin. Houston arrive loin derrière aux États-Unis, avec seulement 21 entreprises dont la plupart sont concentrées dans des secteurs différents comme l'énergie, le pétrole et le gaz. À titre de comparaison, en 2023, Londres est sortie du top 5 des villes mondiales. En ce qui concerne les sièges sociaux des entreprises du Fortune 500, elle n'en compte plus que 9, contre 13 en 2022. L'innovation dans plusieurs secteurs a renforcé la domination financière de New York au XXe siècle. New York comptait les plus grandes bourses, banques, et était aussi un centre d'innovation en télécommunications, technologie et banque d'investissement. Elle reste leader dans l'attraction d'entreprises, conservant la première place mondiale. La fintech attire les entrepreneurs à New York grâce à des ressources et une expertise unique que d'autres villes n'offrent pas. La ville compte plusieurs incubateurs fintech offrant financement et mentorat aux startups en démarrage ou en croissance. New York est aussi un leader mondial de la régulation financière, accueillant la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, qui régule les marchés américains. En plus de ces secteurs lucratifs comme la technologie et la banque, New York attire aussi de nombreux talents internationaux.
Comme Londres au XIXe siècle, New York a attiré des immigrants du monde entier à l'époque moderne. Mais aujourd'hui, au lieu des commerçants et des marchands, ce sont les diplômés en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques qui sont les arrivants recherchés. Et quand je dis sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, je parle du secteur FinTech qui attire de nombreux analystes quantitatifs, appelés quants en finance. Ces mathématiciens qualifiés sont essentiels à l'analyse des risques et aux décisions stratégiques en finance. Il n'existe pas une réserve infinie d'analystes quantitatifs compétents, très recherchés dans la finance. New York bénéficie d'être un point chaud pour ces travailleurs qualifiés grâce à l'image de cette ville emblématique, ainsi qu'aux salaires évidemment élevés. Une grande partie des talents sciences, technologie, ingénierie et mathématiques américains sont nés à l'étranger. La ville bénéficie de la fuite des cerveaux. Dans les pays en développement comme dans les pays riches, les gens cherchent à gagner plus ou à prendre des risques. Le départ de personnes talentueuses et instruites freine le développement des industries sciences, technologie, ingénierie et mathématiques et l'économie de leur pays. Le pays pâtit de cette fuite des talents. Comme d'autres grands centres financiers ou technologiques, New York profite de cette émigration. La position de New York comme centre mondial des talents, surtout dans la finance, explique aussi sa domination. Avec l'afflux de talents mondiaux d'investissement et d'innovation qui convergent vers New York, la ville et ses entreprises, semblables à une rivière d'or, s'enrichissent sans cesse dans un monde de capitalisme de marché libre. Les ressources s'accumulent au sommet, détenues par quelques privilégiés. Dans le système financier international actuel, sauf événements imprévus, bouleversant la trajectoire. New York City occupe le sommet de ce système, accumulant chaque année plus de richesses, d'influence et de pouvoir, et consolidant sa position de capitale financière du monde.